Donc, je suis Stéphanie Roumy, conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban, Tarn-et-Garonne. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur. Alors, ce webinaire, il est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Tarn-et-Garonne, en partenariat avec la CCI Occitanie et la région Occitanie, dans le cadre du programme régional Industrie du futur. Ce programme est un programme cofinancé par l'État et la région Occitanie. Donc, ce webinaire fait partie d'un programme très complet qui vous propose de vous sensibiliser et de vous informer sur la thématique de l'industrie du futur. Donc, il est proposé par l'ensemble des CCI d'Occitanie aux entreprises régionales, tout au long de l'année. Donc, depuis le début de l'année, vous avez peut-être pu assister à d'autres webinaires. Sachez que nous allons continuer ce programme sur l'année 2021. Donc, ça se traduit par des réunions en entreprise et des ateliers en présentiel quand c'est possible ou en format webinaire, comme aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver toutes les dates et les programmes dans les agendas des CCI sur leur site Internet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les sites Internet. Nous relayons à chaque fois l'information via un mail pour vous inviter à ces webinaires. Nous avons aussi une action de référencement et d'animation des offreurs de solutions régionaux de l'industrie du futur sur une plateforme qui s'appelle CCI Business et qui vous permet de retrouver ces offreurs de solutions sur cette thématique. Dans chaque CCI d'Occitanie, vous avez aussi l'animation de clubs d'industriels qui se retrouvent sur des sujets bien sûr liés à la thématique industrie et notamment la thématique industrie du futur. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire il fait partie d'une série qui a démarré depuis le début de l'année avec à chaque fois des retours d'expérience, des témoignages d'entreprises. Et si vous le souhaitez, vous pouvez revoir tous ces webinaires sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. On vous mettra le lien dans le chat et vous l'aurez également à travers le support qui va être présenté. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va aborder le sujet de quelles solutions pour digitaliser le pilotage et le suivi de sa production, avec un terme un petit peu barbare qui va décrypter les MES, Manufacturing Execution System, et l'Internet des objets industriels. Donc, sur ce sujet, nous aurons l'intervention de Yannick Gourdon, qui est Senior Manager chez Muse Partners, qui accompagne des industriels sur leur transformation usine du futur, qui va vous permettre de comprendre à quoi peut servir un MES, quels sont les avantages, comment mettre en place un tel projet. Nous aurons en suivant l'intervention de Stéphane Blanchard, de l'agence régionale ADOC, qui vous présentera le parcours régional Industrie du futur et ses enjeux. Avant de passer la parole à Yannick, je vous communique quelques informations pratiques sur le webinaire. Donc, tout le contenu des présentations, les coordonnées des intervenants vous seront communiqués à l'issue du webinaire par mail. Nous enregistrons, je vous informe aussi que nous enregistrons le webinaire, il sera visible à nouveau sur la chaîne YouTube de la CCI d'Occitanie. Vous pourrez le revoir et inviter d'autres personnes à le regarder. Et vous avez également la possibilité, via l'onglet « Converser », de nous poser des questions. Nous souhaitons que vous puissiez échanger avec nous, évidemment, et nous y répondrons dans la deuxième partie à partir de 11h45. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, vous aurez si vous souhaitez d'autres informations, vous pourrez évidemment prendre contact avec nos intervenants après le webinaire. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Yannick. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette introduction. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet et de la thématique d'aujourd'hui. Donc, déjà brièvement, juste pour que vous sachiez qui vous parle, tout simplement. Donc, Stéphanie m'a introduit rapidement. Donc, je suis Yannick Gourdon, en charge des thématiques globalement Industrie 4.0 de la société Muse Partners, qui est une société de conseil
en management et performance opérationnelle. Alors, c'est un petit cabinet, vous voyez, on est à peu près 150 aujourd'hui, avec des bureaux en France et quelques bureaux à l'étranger, et 35 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Donc, nos compétences, c'est principalement développement, produits et services, donc tout ce qui va tourner autour des méthodes d'innovation, de la R&D, du PLM, des thématiques sur tout ce qui va être chaîne logistique et production, et c'est dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre de cette expertise-là que j'interviens aujourd'hui sur les thématiques MES et plateformes IoT. Et on fait aussi de l'accompagnement au changement des entreprises industrielles, qui était un des thèmes d'ailleurs d'un webinaire précédent que nous avons fait avec la CCI. Donc notre expertise, elle repose vraiment sur une expérience industrielle. On n'intervient que chez des industriels de différentes industries et de différentes tailles. Je vous ai mis quelques éléments sur la droite, là, quelques logos de nos clients. Donc il y a vraiment évidemment des très très gros clients, mais des clients aussi de taille beaucoup plus réduite, des PME, des startups. Et on a un engagement particulier qui fait aussi qu'on participe à ces webinaires, qui est un peu notre philosophie de partager le plus possible la connaissance qu'on peut avoir sur ces thématiques avec les industriels, alors à travers voilà, ces webinaires-là, à travers d'autres rencontres qu'on organise entre industriels pour qu'ils puissent partager entre eux. Alors, sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui, juste une petite planche pour remettre peut-être quelques idées en place sur ce qu'on appelle l'usine du futur, juste pour être sûr que tout le monde a quelques idées et une base similaire. Pour nous, l'usine du futur, en fait, c'est un peu la rencontre entre des enjeux métiers qui évoluent, les demandes typiquement de vos clients, qui évoluent avec plus de rapidité, un souhait d'avoir des produits qui sont personnalisés, même si ce sont des produits fabriqués en masse, des schémas industriels qui peuvent aussi se complexifier de plus en plus, que ce soit avec des partenaires, avec des co-traitants, avec de la sous-traitance de capacité. Enfin, il y a des schémas industriels qui sont de plus en plus compliqués aujourd'hui, avec de plus en plus de connectivité. Donc ça, c'est vraiment les enjeux métiers auxquels vous, industriels, vous êtes confrontés avec ces évolutions-là. Et en parallèle, il y a un ensemble de technologies qui sont finalement arrivées à une maturité suffisante pour être désormais utilisées dans un cadre industriel. Donc, on en a cité un peu quelques-unes là. L'IoT industriel, on va justement en reparler aujourd'hui, mais il peut y avoir les cobots, les AGV, de la réalité virtuelle, l'impression 3D. Enfin, il y a un ensemble de technologies qui sont aujourd'hui suffisamment matures pour être utilisées dans une usine. Et donc, la rencontre de ces besoins qui évoluent et de ces nouvelles briques technologiques permet d'avoir et d'obtenir une usine qui va être d'une part plus compétitive, plus flexible, plus adaptable, avec une capacité à peut-être reconfigurer une chaîne de fabrication plus rapidement, à basculer d'une production à l'autre plus facilement, ce qui peut être typiquement dans le contexte un peu compliqué qu'on traverse un atout important pour se reconfigurer vers d'autres types de production. Une usine qui va être plus numérique, avec une numérisation des flux d'informations, donc des informations qui vont être digitales, qui vont circuler plus rapidement entre le produit lui-même, entre les machines, entre les opérateurs. Une usine beaucoup plus connectée à son écosystème, en particulier à son écosystème de partenaires, de fournisseurs, de clients. Et une usine, bien sûr, plus humaine, c'est un axe qu'il ne faut pas négliger du tout. Une fois encore, c'était l'objet d'un des webinaires précédents, de prendre en compte le fait que l'usine du futur, il ne faut pas la voir que sous l'aspect technologique, il faut vraiment prendre en compte également l'aspect humain qui est capital. Donc, une fois on va dire ce petit rappel fait sur ce qu'on entend par usine du futur, plongeons dans la thématique du jour sur le pilotage, comment digitaliser le pilotage et le suivi de sa production. Ce qu'on observe aujourd'hui comme grande tendance, c'est déjà d'une part l'utilisation de l'outil qu'on appelle MES, de son acronyme anglais, donc Manufacturing Execution System, qui n'est rien d'autre finalement qu'un outil informatique, un logiciel qui permet de faire du pilotage et du suivi numérique de sa production. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans un MES? On verra tout à l'heure un peu plus précisément les fonctions classiques qu'on a dans un MES, mais
grosse maille pour introduire le concept de MES, c'est voilà, on va pouvoir ordonnancer les opérations de la journée sur la chaîne et les rééchelonner si besoin. On va pouvoir présenter à l'opérateur, si on fabrique des assemblages, on va pouvoir lui présenter les plans de la 3D pour le guider dans l'assemblage à faire. On va pouvoir avoir une synthèse de la progression de la chaîne de fabrication et de la fabrication. On va pouvoir calculer des indicateurs. Alors, évidemment, le TRS, c'est celui qui revient le plus souvent, mais on peut en calculer bien d'autres. Voilà, l'outil MES en lui-même va permettre effectivement d'accompagner ces éléments-là de façon digitale à travers un outil centralisé. Donc il faut vraiment voir le MES aujourd'hui comme un outil, l'outil premier, on va dire, de l'usine sans papier. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont des ordres de travail, des ordres de fabrication qui sont papier, des fiches suiveuses, ce genre de choses. Le MES, en résumé, permet de les digitaliser et donc d'avoir accès à l'information ensuite beaucoup plus rapidement et de pouvoir la diffuser à plus de personnes dans l'entreprise. Il permet aussi de digitaliser la collecte des informations. Vous avez peut-être des opérateurs aujourd'hui qui prennent des mesures dimensionnelles, des mesures de température sur les produits en cours de fabrication et qui notent ça sur les fiches suiveuses ou sur des OF. Une fois de plus, le MES va permettre de le faire de façon numérique et donc ensuite d'exploiter plus facilement cette information. Pour donner peut-être un aperçu un peu plus précis de où est-ce que peut se positionner le MES dans un écosystème d'entreprise, parce que certains d'entre vous pourraient dire oui, mais bon, pour moi, pour le pilotage, ma production, je la pilote un peu avec l'ERP et la partie digitale, j'ai déjà des outils, j'ai déjà des robots, j'ai déjà du SCADA. En fait, aujourd'hui, le MES, on le positionne en fait de façon intermédiaire entre d'une part tous les systèmes qui vont permettre de faire la définition produit et la planification de la production et de la logistique, donc vraiment pour le coup le système ERP, et les systèmes, on va dire, au plus proche de la chaîne de fabrication, qui vont être tout ce qui va être donc automate, machine à commande numérique, SCADA. Le MES se positionne de façon intermédiaire, c'est un peu le maillon intermédiaire. En termes d'image, c'est ce que j'ai mis un peu sur la gauche. Il faut voir en fait, on peut les positionner sur un horizon temporel de décision. Tout ce qui est PLM, ERP, ça va être plutôt un horizon un peu plus long terme, au sens où on se projette là sur de la planification, on va dire à la semaine, généralement. Tout ce qui va être automatisation, c'est vraiment du temps réel sur la chaîne de fabrication. Et le MES, donc sur cette couche intermédiaire verte ici, ça va être vraiment pour le pilotage et le suivi à la journée. Je peux voir avec mon MES quelle est l'avancée de ma production, je peux rééquilibrer ma production entre différentes lignes de production si j'ai plusieurs lignes. Ça va être vraiment pour le pilotage au quotidien. Et sur cette couche intermédiaire, en fait, on peut retrouver d'autres types de systèmes, des systèmes de gestion de la qualité de la chaîne, des systèmes de logistique de bord de chaîne, des systèmes de gestion de la maintenance, voire pour les productions continues, pour toutes les industries pharma ou agro, des systèmes de gestion de labo pour gérer les prélèvements, les analyses. Donc c'est vraiment, gardez en tête que le MES se positionne vraiment sur cette couche intermédiaire du pilotage et de la gestion au quotidien. Alors, la chance qu'on a pour les outils MES, en fait, c'est qu'il y a un organisme qui a défini et normalisé les 8 grandes fonctions qu'on devrait avoir dans le MES. C'est la norme ISA 95. Et ça présente l'avantage d'avoir une grille de lecture un peu commune à tous les MES et à toutes les entreprises. C'est un bon outil. Donc, ces 8 fonctions que vous voyez là, c'est vraiment gestion de la définition. Ensuite, un ensemble de fonctions de pilotage, comment je gère mes ressources de production, que ce soit mes machines, mes outillages, mes collaborateurs, mes opérateurs. Comment je fais ma planification fine à la journée, comment je replanifie dans ma journée de production en fonction des aléas. Comment je dispatche ma production en fonction de mes lignes, en fonction de mes sites.
et comment je gère mon exécution en accompagnant les opérateurs et en les guidant sur l'exécution. Et trois macro-fonctions de surveillance, donc comment je collecte mes données, comment je les exploite et comment je les analyse, et comment j'assure la traçabilité de ma production. Donc ça, c'est la norme ISA 95 définit ces 8 fonctions. Donc c'est une bonne grille de lecture. Par contre, aujourd'hui, il peut y avoir une certaine confusion dans la mesure où les MES qu'on trouve sur le marché, tous n'offrent pas ces 8 fonctions. Certains vont toutes les offrir, voire vont d'ailleurs largement déborder sur d'autres types de fonctions dont j'ai parlé précédemment. Ils peuvent déborder sur les fonctions qualité, sur des fonctions de gestion de maintenance, donc de CMS, des gestions de labo. Enfin, certains MES vont largement déborder sur d'autres fonctionnalités, quand d'autres, par exemple le dernier là sur mon schéma, ne vont couvrir que certaines des fonctionnalités. Donc il faut déjà avoir ça bien en tête. Hein, le paysage MES, j'y reviendrai, est très très variable et très très divers. Donc n'hésitez pas à utiliser justement cette norme-là pour vous guider et arriver plus facilement à comparer la couverture des MES. Donc non seulement les MES du marché ils sont très différents et ont des couvertures différentes, mais en plus ils sont dans des gammes de prix très très différentes. Ça peut aller de quelques dizaines de kilos à quelques millions. Et ce n'est pas forcément les plus coûteux qui vont avoir la meilleure couverture des 8 fonctions. Donc il y en a vraiment un peu, j'allais dire, pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et une fois encore, ce n'est pas parce que vous avez un outil MES qui a un prix raisonnable, ça ne veut pas dire que finalement il ne va pas couvrir l'intégralité des fonctions qu'on entend classiquement dans un MES. Sur la diversité des MES, juste une petite planche pour mettre en relief une autre caractéristique qui est que le paysage des MES qui existent sur le marché est vraiment très très variable. Il existe aujourd'hui plus d'une centaine de MES disponibles, alors qu'on a essayé juste là de classer en 3 catégories, mais c'est une façon de les classer, il y en a bien d'autres, mais c'est juste pour vous sensibiliser au fait que il faut pas, même s'il y a beaucoup de MES sur le marché, il y a déjà quelques grands axes selon les caractéristiques de votre production qui va vous permettre déjà de focaliser un peu sur certains MES seulement. Typiquement là, on les a classés sur un axe du type de fabrication. Donc, vous avez certains MES qui sont plus orientés fabrication continue, d'autres qui vont être plus adaptés à de la fabrication de pièces, type forgeage, usinage, et d'autres encore qui sont plus spécialisés pour de l'assemblage de pièces complexes ou un peu moins complexes, mais en tout cas vraiment pour des assemblages. Donc, et leurs fonctionnalités, même si elles répondent au standard ISA 95, leurs fonctionnalités, elles vont être plus ou moins évoluées en fonction de là où ils se positionnent. Typiquement, les MES de ma partie droite, ils vont avoir des fonctions beaucoup plus pratiques et beaucoup plus évoluées pour guider l'opérateur dans sa réalisation d'un ordre de travail, pour lui présenter éventuellement même un modèle de 3D de l'assemblage qu'il est en train de faire. Là où les MES sur la gauche, plus sur la fabrication continue, eux vont être centrés sur la capture de données, la capture de données machines, les informations de suivi de l'eau et ce genre de choses. Et donc les forces et faiblesses des MES vont dépendre un peu de comment ils se positionnent suivant le type de fabrication. Donc le MES est une première catégorie d'outils et comme vous l'avez vu dans le titre de ce webinaire, en fait de plus en plus, ce qu'on voit apparaître en alternative aux outils MES, c'est ce qu'on appelle donc les plateformes Internet des objets. Il y a désormais des plateformes Internet des objets dédiées industrie, donc c'est ce qu'on entend parfois sous le terme d'industrial IoT. Alors juste pour préciser ce que c'est que cette plateforme, histoire de vous décrypter un peu ce que ça peut être, une plateforme industrial IoT, elle a 3 composants majeurs. Elle a des composants de collecte d'informations, donc de collecte numérique de l'information.
que ce soit de collecte d'informations sur des outils du système d'information de l'entreprise qui existe déjà, donc de l'ERP, de la GMAO. Donc, les plateformes IoT vont avoir des connecteurs pour se connecter à ces outils et vont avoir aussi tout un ensemble de connecteurs pour se connecter là vraiment à la chaîne de fabrication. Donc se connecter aux machines, se connecter aux automates, se connecter à des outils connectés s'ils existent. Donc, un des intérêts de la plateforme IoT, justement, c'est qu'elle va être capable de dialoguer avec pas mal de formats et de technologies différentes qui peuvent être présentes sur la chaîne. Alors, OPC UA, bien évidemment, puisque c'est le standard, on va dire, le plus récent, le plus connu, mais OPC UA est loin d'être largement déployé. Donc, selon les plateformes IoT, vous allez avoir des connecteurs avec des automates Siemens, avec des automates que vous pouvez avoir déjà sur votre chaîne, voir si vos machines ne sont pas du tout aujourd'hui connectées ou connectables. Certains fournisseurs de plateformes IoT proposent des gateways qui sont en fait des plateformes hardware que vous allez pouvoir positionner au plus près de vos machines avec des capteurs et mettre les capteurs sur les machines pour que ça digitalise l'information. Donc voilà, la plateforme IoT, elle a un premier bloc qui est la collecte de données, que ce soit la collecte de données, on va dire, sur le terrain, sur les machines, ou la collecte de données en extrayant des informations déjà présentes dans votre système d'information d'entreprise. Le deuxième bloc, ça va être le stockage de ces informations. Alors, soit un stockage qui peut être, suivant les solutions, dans le cloud, soit un stockage qui s'appelle Edge, vous rencontrerez peut-être ce vocabulaire, qui consiste à stocker l'information au plus près des machines. Donc là, c'est vraiment tout simplement un matériel qui est dans la chaîne, dans l'usine, et qui va stocker l'information qui remonte des capteurs. Et troisième brique essentielle de ces plateformes IoT, ça va être la brique d'analyse. Une fois qu'on a collecté et stocké les données, il va falloir avoir la capacité de les analyser, de les exploiter. Donc les plateformes IoT, en fait, elles vont fournir principalement ce que je vais appeler une boîte à outils. Une boîte à outils qui va permettre de créer des écrans, de créer des algorithmes pour analyser les données. Elles vont offrir, certaines d'entre elles, certaines plateformes IoT offrent ce qu'on appelle un magasin d'applications, alors qu'il est strictement identique à ce qu'on retrouve sur nos smartphones, parce que il y a peut-être d'autres industriels qui ont utilisé la boîte à outils, par exemple, pour faire un calcul de TRS, et qui ont posté cette application de calcul de TRS dans le magasin d'applications, et vous avez la possibilité, si vous avez la même plateforme IoT, d'aller faire, entre guillemets, votre marché dans ce magasin d'applications. Ce qu'il faut retenir à ce stade comme différence importante entre le MES et la plateforme IoT, en fait, c'est que la plateforme IoT, dans sa couche d'analyse, c'est vraiment, une fois encore, une boîte à outils. S'il n'y a pas de magasin d'application, en fait, vous allez avoir du coup une plateforme IoT avec une boîte à outils de développement, mais vous n'aurez pas de fonctionnalité toute prête sur étagère. Sauf une fois encore si vous en trouvez dans un magasin d'application. Mais sinon, une fois que vous aurez installé la plateforme IoT, vous n'aurez pas de fonctionnalité toute prête. Ça va être à vous de les faire et de les construire avec la boîte à outils. Alors, pour faire le parallèle avec les MES, sachez que le paysage des plateformes IoT sur le marché, il est encore plus varié que le paysage des MES. Donc là, je vous ai mis, voilà, il y en a plus de 450. Alors, cependant, avec des éditeurs de solutions qui sont vraiment d'horizons différents. Vous avez les GAFA qui proposent des plateformes IoT, vous avez Google qui en propose typiquement, Windows aussi. Vous avez des éditeurs de solutions classiques, vous avez des industriels qui se sont lancés dans l'aventure, typiquement General Electric par exemple, ou Schneider. Vous avez des intégrateurs de solutions, enfin vous avez vraiment toute une gamme d'industriels et d'éditeurs qui se sont lancés dans la mise à disposition de plateformes IoT. Alors vous avez déjà, donc ce marché est très très fragmenté. Vous avez déjà une façon relativement simple de faire un premier tri en ne gardant que ceux qui font de la plateforme IoT industrielle, parce que dans ces 450, il y en a qui font de la plateforme IoT, mais pas dédiée industrielle. Donc, ils font de la plateforme IoT, on va dire, dédiée à l'Internet des objets du quotidien. Donc, ils sont capables de vous connecter des brosses à dents ou des fours à micro-ondes, ce qui va largement moins vous intéresser.
Mais certains sont vraiment spécialisés pour connecter des machines industrielles. Donc le marché est fragmenté, il n'y a aujourd'hui pas vraiment de leader qui se détache de façon prééminente. En termes de connectivité, alors c'est, on va dire, la grande force des plateformes IoT, c'est leur capacité à se connecter à une grande diversité de protocoles et de technologies. Mais là encore, ça va dépendre. D'une plateforme à l'autre, vous aurez des connecteurs que vous n'aurez pas de l'autre côté. Donc, il va falloir bien regarder cet aspect connectivité quand vous allez, si vous souhaitez vous orienter vers une plateforme IoT. Des modèles de coûts, alors là, juste pour vous mettre en relief ce point qui peut être un peu piégeant. Donc sur les MES, on va retrouver des modèles de coûts assez classiques d'éditeurs de solutions logicielles, hein, avec des modèles de licence assez classiques. Sur les plateformes IoT, on peut avoir des modèles de coûts où on va vous faire payer à chaque donnée échangée ou à chaque connecteur. Donc c'est un point à bien regarder parce que si c'est par exemple à chaque donnée échangée, ça peut très rapidement chiffrer sans qu'on l'ait vu venir. Donc je vous mets en garde là-dessus. Regardez bien le modèle de coût sur les plateformes IoT. Et enfin, c'est quand même des technologies qui sont assez récentes. Le risque, enfin, l'avantage des plateformes IoT, c'est qu'on peut connecter à pas mal d'outils et donc récupérer énormément d'informations de façon digitale. Le problème auquel vous risquez d'être confronté très rapidement, c'est finalement quelles sont les données qu'il est vraiment pertinent de collecter pour une analyse ultérieure et pour piloter ma chaîne. La tentation, ça peut être de dire, bon, avec la plateforme IoT, finalement, c'est facile de récupérer des données, donc je vais récupérer beaucoup de données. Il faut bien se poser la question en amont, mais finalement, pour en faire quoi? C'est quoi? Quel usage industriel je vais en faire? Si c'est pour intérêt, de quelles données j'ai besoin? Et pour essayer de limiter, de bien définir le périmètre de données que vous allez vouloir récupérer. Donc, encore une fois, retenez, il y a vraiment dans ces plateformes IoT de fortes disparités sur leur capacité à se connecter à une usine, à gérer des données, sur leur facilité de mise en œuvre, sur la partie sécurité également. Hein. Certaines plateformes IoT proposent uniquement des solutions cloud. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que vos données industrielles partent dans un cloud quelque part? C'est une question à se poser. Alors maintenant que je vous ai un peu présenté brièvement ces deux technologies qui permettent donc de faire un suivi et un pilotage digital de votre chaîne ou de votre usine, on va essayer de les comparer. Je vais vous donner quelques clés de comparaison pour vous orienter un peu, si vous avez besoin de faire un choix. Alors déjà sur la collecte des données. La collecte des données, les MES, généralement, ils sont capables de faire de la collecte de données, mais sur des éléments bien ciblés, de la capture de données opérateurs, vraiment sur des données bien identifiées. Là où, en comparaison, la plateforme IoT industrielle, elle, je vous l'ai dit, sa force, c'est de pouvoir se connecter à une très grande variété de technologies et d'outils. Donc, vous allez pouvoir collecter énormément d'informations différentes. Des informations de machines, des informations d'outils connectés, mais aussi des informations peut-être d'environnement. Je ne sais pas la température qu'il y a dans votre usine, parce que ça peut être important sur certains procédés de fabrication, ou le taux de poussière, ou que sais-je. Donc, vraiment, avec la plateforme IoT, vous allez vraiment pouvoir capturer des données très, très différentes et sur des moyens de capture de données très différents. Sur la structuration de ces données et de l'information, le MES, lui, il est vraiment structuré pour servir les 8 fonctions que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, il va être très bien fait, mais pour couvrir ces 8 fonctions. Dès que vous allez vouloir un peu sortir de ces 8 fonctions ou faire quelque chose d'un peu spécifique, ça va nécessiter généralement des développements un peu plus lourds. A contrario, la plateforme IoT, en termes de structuration des données, ça va être à vous de la définir. Ça va être complètement libre sur la façon dont vous allez structurer le stockage de données.
Donc, à vous de voir. Alors, vous n'aurez rien de prédéfini, contrairement à la plateforme MES. Par contre, vous allez pouvoir structurer ces données comme vous le souhaitez, en les mixant avec des données voilà, de logistique, de finance, des données venant d'autres partenaires. Vous allez être beaucoup plus libre. En termes de capacité à accompagner le processus industriel, une fois de plus, le MES il est fait pour accompagner le pilotage, le suivi de la production. Donc, il va vous fournir des fonctionnalités très développées, spécialisées, qui ont été déjà éprouvées, qui reposent sur des retours d'expérience de beaucoup d'industriels. Donc, ça va être vraiment clé en main. En comparaison, la plateforme IoT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous l'avez installée, sauf à ce qu'il y ait un catalogue d'applications, vous allez vous retrouver face à une boîte à outils de développement et ce sera à vous de développer exactement ce que vous souhaitez. Alors, c'est un inconvénient qui est, voilà, vous partez entre guillemets de zéro. Une fois que c'est installé, vous n'avez rien de fonctionnel, entre guillemets. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir développer vraiment exactement que les fonctions dont vous avez besoin et de la façon dont vous souhaitez les voir. Donc, c'est plus flexible, ça sera plus adapté probablement à vos besoins spécifiques si vous avez des besoins spécifiques. Et enfin, sur le périmètre de données que vous pouvez collecter, le MES il va être vraiment centré sur la capacité à collecter des données de production, là où, une fois de plus, la plateforme IoT elle va vous ouvrir plus de possibilités. Vous allez pouvoir peut-être capturer d'autres données qui ne sont pas directement liées à la production, des données clients, voire si votre produit est un produit si les produits que vous fabriquez sont des produits qui eux-mêmes émettent de l'information, vous allez pouvoir agréger ces informations dans votre plateforme IoT pour éventuellement constater, je ne sais pas, qu'il y a une panne récurrente qui arrive sur vos produits en cours d'utilisation et donc il y a peut-être un problème de production et un ajustement de production à faire. Donc si j'essaye de résumer en quelques mots les principales différences, le MES c'est vraiment un outil, on va dire, spécialisé pour justement cette digitalisation du suivi et du pilotage de la production, là où la plateforme IoT industrielle, c'est un outil, on va dire, plus flexible, qui est un outil de collecte et de partage de données à l'échelle de l'entreprise, qui n'est pas dédié finalement suivi et pilotage de production, mais qui présente des atouts pour pouvoir faire et mettre en œuvre des fonctions MES finalement à travers cette plateforme. Il n'y a pour moi vraiment pas d'expérience à travers les industriels que j'ai accompagnés. Il n'y a pas de bon choix a priori entre le MES ou la plateforme IoT industrielle. Il faut au préalable bien définir votre besoin finalement pour être en capacité de bien choisir et de bien arbitrer entre les deux. Du coup, je vais terminer en vous donnant quelques exemples très concrets d'industriels et de la façon dont ils ont fait le choix, justement en fonction de leur contexte, vraiment pour bien vous illustrer qu'il n'y a pas de bon choix a priori. Le premier exemple, c'était un industriel qui souhaitait justement vraiment digitaliser son suivi de production pour avoir une meilleure réactivité sur toutes les pannes ou tous les aléas qu'il pouvait y avoir sur les produits et les machines. Donc, c'était plutôt être en capacité d'être informé beaucoup plus rapidement sur les pannes machines, sur les manquants aussi en termes de pièces nécessaires à la fabrication, de matières premières nécessaires à la fabrication. Donc, on les a un peu guidés justement dans le choix d'outils qu'il fallait faire pour digitaliser ce suivi-là. Et finalement, les axes clés qui ont permis d'orienter le choix, c'était en fait leur type de production. Ils avaient deux types de production globalement, à la fois de l'assemblage complexe, sur lequel là le besoin c'était vraiment plus centré sur améliorer la traçabilité sur les captures d'éléments qualité de la production. Ils avaient un deuxième type de production qui était des pièces élémentaires, où là vraiment le besoin c'était d'améliorer le pilotage et d'être alerté plus tôt sur les aléas de production. Donc finalement le fait que les besoins véritables sur les deux types de production étaient très différents.
a conduit cet industriel à finalement choisir des solutions différentes suivant le type de production. Donc pour l'assemblage complexe, finalement, plutôt orienté vers un MES, pour vraiment automatiser beaucoup plus et accompagner beaucoup plus les opérateurs, et notamment la qualité dans les contrôles qualité. Donc automatiser les contrôles qualité, c'est quoi? C'est typiquement les opérateurs en cours de fabrication, ils font des relevés dimensionnels et le MES va en temps réel vérifier que le relevé dimensionnel il est compatible avec la marge d'erreur, avec la tolérance. Donc c'est pour ça qu'ils sont plutôt orientés vers un MES qui permettait aussi d'avoir une traçabilité de chaque assemblage produit à chaque étape de sa fabrication. Par contre, pour les pièces élémentaires, c'est plutôt la plateforme IoT qui a été choisie pour le besoin de suivi de production et de pilotage de production qui nécessitait de se connecter aux différentes machines pour faire remonter en temps réel l'information, donc le numéro de batch, la quantité produite, la quantité rebutée, etc., en temps réel, pour pouvoir mieux piloter cette chaîne. Donc c'est un cas, je trouve, assez emblématique qui permet d'illustrer que vraiment, en fonction du type de besoin, et vous, industriel, selon la variété de fabrication que vous aviez, vous pouvez avoir plusieurs besoins différents. Selon le type de besoin, finalement, s'orienter vers des solutions différentes et vers chacune des solutions, à la fois MES et plateforme IoT. Deuxième exemple, qui est un industriel qui souhaitait automatiser son calcul de TRS sur sa production de pièces élémentaires. Donc là, on va dire les critères de choix les plus importants, c'était que finalement, ils n'avaient pas besoin de guider particulièrement les opérateurs sur la chaîne de fabrication. Les opérateurs, ils lançaient les batchs, ils alimentaient la machine, mais ils n'avaient pas besoin qu'on leur réexplique quel était le processus de fabrication. Par contre, un déterminant clé, c'était que le parc de machines pour fabriquer ces pièces élémentaires était très hétérogène, avec des machines très récentes, connectables, avec des automates, et d'autres beaucoup plus anciennes. Donc de ce fait, en fait, ce critère-là a permis d'orienter vraiment plutôt vers la plateforme IoT, parce que la plateforme IoT qu'on a sélectionnée, elle a pu d'une part se connecter aux automates des machines qui étaient, on va dire, déjà digitales, et sur les machines beaucoup plus anciennes, en fait, ce qu'on a conseillé, c'est tout simplement de mettre un capteur mécanique, pour le coup un capteur de vibration, un capteur mécanique sur les machines, relié à la plateforme IoT, alors avec une interface entre les deux, pour faire remonter l'information du niveau de vibration à la plateforme IoT et pouvoir ensuite l'interpréter. Dernier exemple, un industriel qui souhaitait piloter l'équilibrage des charges entre ces différentes lignes de fabrication. Là, on était dans un cadre typique d'assemblage complexe, avec 2 lignes de fabrication parallèles qui fabriquaient les mêmes assemblages. Donc là, la solution vers laquelle s'est orienté l'industriel, c'est plutôt le MES, parce que là, il y avait vraiment un besoin de suivre en temps réel la progression des activités d'assemblage sur les 2 chaînes, d'avoir une visibilité claire sur les manquants, donc là, vraiment en lien avec les équipes logistiques, et d'avoir une visibilité vraiment sur la durée réelle de chacune des opérations pour pouvoir réaffecter des ressources, en l'occurrence réaffecter des opérateurs, les basculer d'une chaîne à l'autre, réenclencher la fabrication de l'assemblage suivant plutôt sur une chaîne qui était plus avancée que sur l'autre. Donc ça leur a permis de mieux piloter, de mieux piloter déjà les aléas finalement, donc les retards sur une des 2 lignes, et ensuite de mieux orienter l'allocation des ressources en temps réel sur ces 2 lignes. Donc voilà, c'était l'idée là de ce webinaire d'aujourd'hui, c'était donc de vous présenter ces deux technologies majeures, MES et plateforme IoT, qu'on retrouve de plus en plus comme outils clés pour piloter et digitaliser ce pilotage et suivi de production, avec, et j'espère que j'ai pu vous donner certaines clés de choix entre ces 2 types d'outils en fonction de certains critères propres à votre type de production.
Je vais laisser la parole à Stéphane Blanchard pour vous présenter un peu plus en détail le programme d'accompagnement de la région. Et après, on fera une petite séance de réponse à vos questions. Bonjour à tous. Donc Stéphane Blanchard, je travaille à l'agence ADOC, l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Et je m'occupe notamment de la coordination du programme régional Industrie du futur pour le compte de la région Occitanie en partenariat avec donc les CCI. Mais déjà, je tenais à vous remercier, Yannick, pour la clarté de votre présentation et les solutions apportées. Et du coup, en introduction, j'ai envie de dire que la transition est toute trouvée par rapport au programme régional que je vais vous présenter, parce que l'objet, c'est tout simplement de se dire qu'on doit préparer, en gros, avant de déployer ce type d'outils numériques, on doit préparer les entreprises et définir son besoin. C'est ce que vous l'avez dit, il y a quand même une multitude de solutions adaptées à chacune des situations des entreprises et se lancer, comme on peut des fois, souvent le voir, des entreprises se dire on m'a proposé une solution MES et je pense que ça va régler tous les problèmes et je vais gagner en performance grâce à la mise en place d'un MES. C'est peut-être pas la seule solution et tous les MES ne se valent pas. Et il est indispensable au préalable de réellement définir son besoin et surtout, je pense, identifier est-ce que l'entreprise a la maturité et l'organisation nécessaire pour déployer ce type d'outils numériques. Donc, alors, je suis désolé, je n'arrive pas à faire défiler les slides, Yannick. Ah, super, merci. Donc, le contexte et surtout les enjeux auxquels fait face la région Occitanie, mais le secteur industriel au sens large en France, c'est engager les entreprises dans une transformation dans l'industrie du futur et les préparer à, on va dire, la 4e révolution industrielle ou l'industrie 4.0, qui n'est pas une fin en soi et qui n'est pas le premier objectif, c'est un objectif de long terme pour justement, comme le présentait Yannick, s'adapter à la production personnalisée de masse et répondre plutôt à des problématiques d'usage que des produits, seulement des produits, j'ai envie de dire. Donc, le contexte dans lequel on s'intègre, c'est le programme 10 000 accompagnements de l'État qui a été mis en place début 2020 et qui va se prolonger jusqu'au 31 décembre 2022. Et la région Occitanie s'est positionnée dessus pour y répondre autour de deux parcours. Un premier parcours qui est déployé pour le domaine aéronautique exclusivement. Donc, c'est l'opérateur Space pour le compte de GIFAS qui le déploie. On a l'objectif d'accompagner 70 entreprises dans ce programme-là, donc de l'aéronautique, au travers notamment une finalité qui va être beaucoup plus digitale et de déploiement d'outils numériques de la filière, déployés par la filière, comme Air Cyber, Air Connect ou Air Supply. Donc, pour ceux qui connaîtront, qui sont de la filière, reconnaîtront ces outils-là. Et qui ont des entreprises qui ont déjà un certain degré de maturité et qui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions dans le cadre de la performance industrielle, l'excellence opérationnelle. Ensuite, c'est un deuxième parcours que l'on met en place, que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui, qui est le parcours régional Industrie du futur, qui là adresse l'ensemble des secteurs industriels de la région et tout type d'entreprise, TPE, PME et ETI, quel que soit le degré de maturité de l'entreprise. Alors, plus dans le... On peut passer à la slide suivante. Plus dans le détail sur le parcours, comment il est organisé, pour répondre, et pourquoi je dis que c'est un bon préalable à ce qu'a pu présenter Yannick, c'est que c'est un parcours qui se passe en deux phases. Une phase de 5 jours, dont l'objet est de faire un audit 360 de l'entreprise, focalisé bien sûr sur le volet production-fabrication de l'entreprise, mais qui va venir étudier un certain nombre de paramètres au-delà de l'atelier de fabrication, parce que bien sûr,
améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise, ce n'est pas seulement l'atelier production, mais ça va au-delà. Donc, on va étudier différents facteurs qu'on appelle facteurs déterminants, qui vont de l'objectif principal, la stratégie de l'entreprise, la vision du dirigeant, et qui vont étudier différents paramètres, tant sur le process organisationnel, le process industriel, tout l'aspect technologique et numérique, l'état de maturité de l'entreprise dans ces domaines-là, l'aspect environnemental, le volet humain, compétences, accompagnement au changement, et aussi l'adaptation au nouveau modèle économique. Et on parle beaucoup de servicisation, c'est-à-dire la mise en place de services pour le compte des clients, y compris en B2B, pour répondre à leurs attentes et apporter une différenciation, une valeur ajoutée, au-delà même de la simple fabrication de pièces, entre guillemets, qui est ce que la compétence première et là où vous excellez, bien sûr, aujourd'hui pour vous positionner sur vos marchés. Au cours de cet audit de 5 jours, ce n'est pas seulement le diagnostic, mais c'est aller et vous donner les moyens d'aller jusqu'à une feuille de route pour 2 ans, 3 ans, avec les différentes actions qu'il va falloir engager pour mettre en place cette transformation et vous donner en gros et définir avec vous les 2-3 actions prioritaires qu'il faudrait déployer dès la phase 2, donc prolonger l'accompagnement sur un accompagnement qui peut aller jusqu'à 25 jours. Cet accompagnement-là de 25 jours, lui, est pris en charge à hauteur de 50%, quand les 5 premiers jours d'audit sont pris en charge à 100%. Et sur cette deuxième phase-là, le but, c'est que justement sur ces 3 actions-là, il peut déjà y avoir des premières mises en œuvre, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est mise en place de rituels, d'indicateurs de suivi de la production qui peuvent déjà être déployés dès cette phase-là, et ensuite étudier de façon plus approfondie le besoin de l'entreprise, spécifier le besoin et peut-être identifier la solution pour vous préparer à un cahier des charges très précis et derrière pouvoir consulter et pour déployer les bons outils. Typiquement, dans le cadre, vous permettre dans le cadre du suivi de la production, est-ce que c'est bien le MES et quel MES serait adapté à votre besoin, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à la plateforme IoT, et surtout, est-ce que mon entreprise est prête à intégrer ce type de technologie-là, ou est-ce que j'ai d'abord des actions préalables à mettre en œuvre, à déployer, y compris dans l'accompagnement des équipes, avant de déployer ce type d'outil pour que ce soit réellement efficace. Et en complément de ces 2 phases-là, dire qu'au-delà du parcours, il y a bien évidemment l'ensemble des dispositifs d'aide de la région et de l'État. Aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup de dispositifs qui sont déployés, qui peuvent être mobilisés en parallèle ou à l'issue de ce parcours pour vous aider à prolonger et à investir dans les bons moyens pour gagner en compétitivité. La slide suivante. Donc, bon, là, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un petit peu ce que j'ai balayé sur l'ensemble des différents facteurs que l'on va étudier, mais vous dire qu'en fait, l'approche que l'on souhaite, c'est une approche systémique, donc peut-être un petit peu pompeux comme terminologie, mais en gros, c'est de dire que si vous changez un seul de ces facteurs-là dans l'entreprise, ça va avoir des répercussions sur les autres facteurs et on demande absolument à ce que les prestataires qui vont vous accompagner étudient justement les interactions sur l'ensemble de ces facteurs-là. C'est-à-dire que, comme on le disait, si on met en place peut-être demain un automate, un robot sur une ligne de fabrication, comment il va falloir réorganiser les lignes de fabrication, comment il va falloir adapter l'approvisionnement en matière, le contrôle derrière, l'adaptation et former les opérateurs sur ligne, et peut-être derrière la nécessité d'avoir plus de contrôle, du contrôle connecté. Donc, tout ça pour être sûr que l'investissement soit optimisé, doit être étudié au préalable et pas ensuite. Parce qu'on voit trop souvent des retours d'expérience d'entreprise qui ont investi dans une machine et qui n'atteignent pas les objectifs escomptés au bout d'1 an ou 2 ans de mise en opération. Et c'est éviter en fait ces écueils-là que l'on souhaite à travers cet accompagnement. Pour vous accompagner donc dans ce parcours,
on a souhaité mettre en place un référencement de 7 prestataires sur la base d'un cahier des charges préétabli et qui vont être, donc qui ne sont pas offreurs de solutions. Eux sont là pour être un tiers de confiance, un conseil pour vous et vous accompagner dans cette transformation-là. Donc, sur la partie audit, ils interviendront seuls ou, pour certains, accompagnés, notamment sur le volet environnemental de partenaires avec qui ils sont engagés. Et sur la phase 2, lorsqu'il faut intervenir avec plus d'expertise spécifique en fonction des actions qui auront été priorisées, ils peuvent faire appel à des experts externes qui ne sont pas un des 7 prestataires référencés. Pour autant, votre interlocuteur restera l'un des 7 prestataires et charge à lui de vous proposer des experts qui pourraient intervenir, la décision finale vous revenant bien évidemment. Donc les 7 prestataires, je les ai listés ici et vous les retrouverez quand on vous transférera la présentation, mais ce sont Agilia, l'AFNOR associé à Stratéis et Bosch, Altran, Silhouette Consulting, Inextenso Innovation Croissance, une branche spécialisée vraiment en industrie du futur du cabinet Inextenso, plus connu sur sa partie, on va dire, financière. Un consortium des cabinets OPO et Sogodit et le cabinet TopTech. Alors, de façon pratique, les critères d'éligibilité au dispositif. Donc, on est dans l'industrie du futur, donc forcément, une entreprise qui a une activité industrielle, on ne va pas se baser sur le code NAF de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on veut juste s'assurer qu'une activité industrielle de fabrication est bien réelle dans l'entreprise, même si c'est pour une partie seulement du chiffre d'affaires. Donc, on ne s'arrêtera pas, on ira dans une analyse plus fine, mais l'audit doit, de fait, étudier cette partie fabrication. Et une entreprise qui aurait, on va dire, seulement le siège administratif en région, mais l'atelier de fabrication hors région, ne rentrerait pas dans le scope des entreprises éligibles. À l'inverse, un établissement de fabrication en région, lui, pourrait rentrer dans ce parcours. Les entreprises, donc c'est TPE, PME et ETI, donc ça va jusqu'à 5000 salariés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires en termes d'entreprises éligibles. Il faut avoir un premier bilan d'activité, des fonds propres, comme toutes les aides publiques, on exige des fonds propres équivalents au montant de la subvention, et ne pas avoir dépassé le plafond de minimis de 200 000 euros, notamment pour les ETI qui seront sur ce régime-là. Mais on est là pour vous aider et vous expliquer plus en détail ces sujets-là si vous êtes intéressé par le parcours. Pour déposer un dossier, assez simple, comme pour la plupart des aides pour toutes les aides de la région, vous pouvez vous connecter donc au Hub Entreprendre, donc un site web dédié aux entreprises de la région. Vous créez un compte pour l'entreprise. Une fois le compte créé, vous pouvez choisir un référent. Ce référent, ce sera un développeur économique, des CCI ou de l'agence ad hoc, principalement, mais ça peut également être de comités de communes, de comités d'agglomération en proximité de votre société. Une fois ce compte créé, le référent choisi, déjà vous pouvez consulter et prendre contact avec le référent pour être accompagné. Et vous aurez accès aux détails, aux coordonnées des 7 prestataires, des fiches de présentation de leurs références et de leur méthodologie d'accompagnement. Et vous aurez ensuite le lien pour déposer votre dossier en ligne. Un dossier assez simple et on fait en sorte d'être réactif sur l'obtention de la validation du dossier où sous 1 mois et demi à 2 mois maximum, vous avez la validation de la part de la région. Et donc, comme je vous disais, des référents sont là pour vous accompagner. Aujourd'hui, on est virtuellement en Tarn-et-Garonne, donc je vous ai mis les coordonnées de ma collègue Marion Tropato en fin de présentation et de Stéphanie qui anime aujourd'hui ce webinaire. Bien évidemment, si vous êtes issu d'autres départements du Tarn-et-Garonne, nous avons des interlocuteurs de proximité dans l'ensemble des départements. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous ne les connaissez pas. Voilà. Je suis à votre disposition pour toute précision. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais n'hésitez pas à nous contacter.
Merci Stéphane et merci à Yannick pour ces deux présentations donc très intéressantes. Je vous propose qu'on passe aux questions. Alors malheureusement, j'ai eu une coupure d'Internet et j'ai dû sortir de Zoom, donc il y a une question je ne vois plus les questions qui sont arrivées. Il me semble qu'il y avait une question sur les coûts. Oui, oui, alors, effectivement, il y a eu une question qui a été postée par un participant sur les coûts, demandant si les budgets que j'ai évoqués, alors je vais peut-être me remettre sur la planche. Est-ce que ça comprenait les coûts de licence, je crois, ou Voilà, c'est ça. Les coûts que j'ai évoqués là, est-ce qu'ils contiennent effectivement, enfin, qu'est-ce qu'ils contiennent? En fait, ces ordres de grandeur-là, ils contiennent les licences et les coûts de mise en œuvre. Ce qu'ils ne contiennent pas, parce que c'est extrêmement variable, c'est éventuellement toute la partie connexion à des machines. Parce que là, une fois de plus, suivant les technos de machines que vous avez, ça va être plus ou moins facilement connectable. Si elles sont connectables en OPC UA, il y a des chances que ça se fasse relativement facilement. Sinon, ça va être plus compliqué. Okay. Alors, je vois qu'on a d'autres questions. L'investissement d'un outil de MES doit-il se faire après ou en parallèle d'un ERP? Alors mon conseil, ce serait plutôt de le faire après. Parce qu'il y a un point que je n'ai pas évoqué, on n'avait qu'un temps limité, mais un des éléments importants, et Stéphane en a un peu parlé, avant d'envisager ce genre d'outil, il faut faire un petit diagnostic de l'état de maturité que vous avez, et en particulier de la capacité à alimenter un MES. Le MES, il va vous digitaliser votre production, mais si vous êtes capable de l'alimenter avec vos ordres de fabrication, si vous êtes capable de l'alimenter éventuellement avec des instructions de travail digitales, avec des instructions de contrôle qualité digitales. Donc il faut, enfin, moi j'ai déjà vu un exemple où un industriel s'est lancé bille en tête en se disant je vais déployer un MES. Au final, le projet a dû être arrêté parce qu'en fait, on n'était pas capable de l'alimenter avec des ordres de fabrication et avec des instructions de travail digitales. Donc, il y avait déjà un chantier à faire en amont. Donc, et typiquement, le MES, il va avoir besoin d'être alimenté par le RP, au moins pour les ordres de fabrication. Donc, en termes d'ordre, je conseillerais plutôt de faire d'abord le RP pour pouvoir ensuite déployer dans un deuxième temps le MES pour avoir cette continuité d'information. D'accord, merci. Alors, une autre question assez technique, hein, je vais lire parce qu'elle est un petit peu longue. Donc, connecter une solution MES à des équipements industriels, SCADA, PLC, Machine CNC, afin de récupérer des informations, tag machine, dans le but de faire du calcul de performance, OEE, ou du process control n'a jamais été simple. L'émergence de standards comme OPC-UA a certes simplifié la chose, mais cela reste néanmoins une affaire de spécialistes, complexe et coûteuse parfois. Est-ce qu'une plateforme IoT simplifie la complexité de connexion aux équipements industriels? Et est-il alors plus simple et économique de développer des fonctions MES sur une plateforme IoT plutôt que de connecter son MES aux machines? Enfin, est-ce qu'une plateforme IoT peut offrir en termes d'intégration avec un ERP ou un PLM? Qu'est-ce qu'une plateforme IoT peut offrir, en termes d'intégration avec un ERP ou un PLM? C'est une question un peu complexe, il y a beaucoup de sujets. Je ne sais pas si Yannick pourra… Oui, non, si, c'est relativement clair. Alors, je l'ai un peu évoqué. Effectivement, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que très clairement, la plateforme IoT, on va dire sa genèse et sa raison d'être, c'est de se connecter à d'autres systèmes et de récupérer de l'information. Donc, elle va être plus adaptée pour aller capturer de l'information machine. Et effectivement, les MES aujourd'hui, ils ont, enfin, ça dépend lesquels, mais on va dire en grande majorité, ça reste compliqué de connecter des machines ou des équipements industriels à un MES. Enfin, ça reste relativement coûteux. Il y a effectivement le standard OPC-UA qui a été mis en place, donc qui permet on va dire, de standardiser le langage d'échange entre des machines et d'autres systèmes. Néanmoins, au PCUA aujourd'hui, mine de rien, il n'est pas, on va dire, à l'échelle industrielle, il est finalement assez récent et il n'est pas largement déployé sur tous les équipements industriels qui peuvent exister.
Donc, oui, les MES, ils sont, on va dire, assez largement compatibles avec OPC-UA. Maintenant, est-ce que vous avez de l'OPC-UA sur vos équipements industriels aujourd'hui? D'expérience, c'est quand même peu souvent le cas. Et à ce moment-là, connecter des équipements industriels sans OPC-UA avec des MES, ça peut, selon les MES, ça peut être effectivement compliqué et coûteux. Donc la plateforme IoT, normalement, elle propose, on va dire, des connecteurs tout faits. Alors, ça va dépendre de l'éditeur de la plateforme. Pour le coup, il y a certains éditeurs de plateformes IoT qui viennent du monde industriel et donc qui sont relativement mieux positionnés pour offrir des connecteurs natifs avec tout un tas de technologies de communication avec les équipements industriels. Donc, la plateforme IoT, normalement, et dans tous les exemples que j'ai vus, oui, elle simplifie grandement la connectivité aux équipements industriels. C'est un peu sa raison d'être. Par contre, effectivement, l'inconvénient qui est listé dans la question et que j'ai effectivement mentionné, c'est que la plateforme IoT elle est très forte pour se connecter. Par contre, elle fournit une fois encore une boîte à outils et pas vraiment de fonctionnalités toutes prêtes sur étagère. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que certaines plateformes IoT proposent des catalogues d'applications, comme sur nos smartphones. Alors autant sur notre smartphone, on n'est peut-être pas très regardant sur les fonctionnalités qui sont proposées dans les applications, autant dans un univers industriel, mine de rien, il y a quand même relativement peu de chances qu'une application qui a été faite pour un industriel soit tout à fait adaptée pour un autre industriel. Donc, il faut quand même s'attendre, dans le cadre d'une plateforme IoT, à avoir à redévelopper la fonction que vous souhaitez mettre en œuvre. Maintenant, les plateformes IoT, elles proposent vraiment une boîte à outils de développement. Donc, le développement est normalement assez, on va dire, accéléré par rapport au développement d'une fonctionnalité spécifique dans un MES. Il y a vraiment, une fois encore, un peu un comparatif à faire en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Si c'est un besoin de calcul de TRS ou d'OE, qui est l'autre terme anglais, là, effectivement, la plateforme IoT sera peut-être à privilégier parce qu'elle va se connecter plus facilement aux équipements industriels et que calculer un TRS, c'est un algorithme qui n'est pas si compliqué que ça, donc il ne sera pas très compliqué à mettre en œuvre. Dernière partie de la question sur l'intégration avec l'ERP et le PLM. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, si les plateformes IoT elles sont très, très performantes, on va dire, pour se connecter à des équipements industriels, j'allais dire étrangement, certaines d'entre elles sont parfois beaucoup moins faciles à connecter à d'autres outils informatiques, et notamment à l'ERP ou au PLM. Tout simplement parce qu'en fait, historiquement, ces plateformes IoT, elles visaient une fois de plus à collecter de l'information elles portent bien leur nom, Internet des objets, donc à connecter des objets physiques communicants. Et ils ont parfois, certaines plateformes ont parfois laissé un peu de côté la capacité à communiquer avec d'autres outils informatiques. Donc la connectivité avec d'une plateforme IoT avec un ERP ou un PLM, paradoxalement, est parfois pas si simple que ça. Mais honnêtement, connecter un MES avec un ERP ou un PLM, c'est pas forcément non plus très simple, selon les ERP, selon le MES choisi. Donc de ce point de vue-là, je dirais que MES et plateforme IoT sont quasi à égalité pour la connexion avec l'ERP ou le PLM. Okay, écoutez, merci beaucoup pour encore une fois ces présentations. On n'a plus de questions, donc je vous propose de conclure. Donc, je vous rappelle simplement que nous vous enverrons tous les documents présentés ce matin, les coordonnées des intervenants, donc par mail. Je vois qu'il y a une dernière question. Comment identifiez-vous le positionnement de plateformes de développement type low-code pour apporter des solutions SAS de services MES ou la boîte à outils comme mentionné? Alors, les solutions low-code peuvent se connecter plus ou moins bien au MS.
ça peut être effectivement une piste pour, on va dire, pour développer on va dire des bouts d'algorithmes relativement simples. Maintenant, ça reste on va dire les solutions low-code restent encore à déployer plus largement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Hein. Ça, on va dire que c'est relativement émergent. Je n'ai pas vu encore d'exemple de ce type de solution connectée à des services MES. Enfin, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est à tester. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que ça se passe bien. Maintenant, c'est vraiment à tester. Après, tout en restant, on va dire, conscient des limites des solutions low-code. Ok, merci encore pour cette question et la réponse. Donc, il nous reste à clôturer ce webinaire. Donc, pour rappel, vous retrouverez tout sur tous les webinaires organisés par la CCI Occitanie et notamment sur le thème Industrie du futur, donc sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez le lien. Donc, nous vous enverrons les présentations, les coordonnées des intervenants par mail. Et puis, si vous souhaitez participer à d'autres webinaires donc sur le thème Industrie du futur ou d'autres sujets, puisque nous avons aussi plein d'autres sujets qui sont évoqués dans nos chambres de commerce. Donc, n'hésitez pas à consulter les sites internet des CCI en Occitanie, où vous retrouverez donc tout le programme. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée à tous et à bientôt peut-être. Merci à vous. Bonne journée.